Salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Drari Ben Younes. Je suis marocain résident à l'étranger, comme on dit, donc de nationalité française, d'origine marocaine. Et je remercie avant tout Atlascope de m'offrir cette tribune afin de raconter un peu mon expérience au Maroc. Voilà, donc depuis une vingtaine d'années, je vis une très belle histoire, au Maroc, où je vis ma passion. Je suis éducateur sportif, guide de rafting, de canoë-kayak. J'étais athlète marocain dans les années 2000. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des compétitions internationales. J'ai fait 5 championnats du monde et j'ai donc représenté mon pays sur ces compétitions. J'ai sélectionné mon pays aux Jeux Olympiques, même, d'Athènes. Ce qui m'a permis donc de bien connaître ce milieu des fédérations internationales, des fédérations françaises de canoë-kayak et d'apprendre à connaître la fédération marocaine de canoë-kayak. Donc étant passionné de rivières, je suis venu parcourir les rivières dans mon pays d'origine, qui est muni d'un potentiel, faut dire, exceptionnel. Et donc j'ai voulu réaliser mon rêve de revenir peut-être au pays. Et mon rêve était donc, étant entraîneur en France, de peut-être monter une école, me mettre en relation avec la fédération marocaine et de soutenir un développement qui n'existait pas encore, un développement de cette activité. J'ai découvert un site extraordinaire, exceptionnel pour mon activité. Donc une rivière très intéressante, un site même, parce que plusieurs rivières. Au niveau de la cathédrale, hein, je dis la cathédrale parce que beaucoup de monde connaît la cathédrale, dans le Haut-Atlas, à 2 heures de Beni Mellel. Il existe un site exceptionnel pour pratiquer ces activités de plein air, que sont le canoë, le canoë-kayak, le rafting, le canyoning et bien d'autres activités, hein, j'en passe. Donc moi je suis arrivé dans ce secteur en 1999 pour la première fois et revenu très régulièrement depuis 2004, chaque année depuis 2004. Et voilà, en tant que guide passionné de rivière et entraîneur en France, j'ai voulu participer au développement de cette activité qui était le développement, disons-le, il était nul. Voilà. La fédération marocaine de canoë-kayak ne connaissait pas cette pratique de l'eau vive, qu'on appelle l'eau vive, donc les rivières en arabe le majali. La seule pratique connue, c'était sur le plat. Donc il y avait 4-5 clubs sur Rabat où ils faisaient du kayak sur le plat. Donc voilà, je pense pouvoir dire que je suis un spécialiste de l'eau vive. Je connais beaucoup de sites et différentes pratiques du canoë-kayak. Mon objectif était simplement d'apporter mon expérience dans ce pays qui est pour moi exceptionnel, très riche de potentiel, et particulièrement donc ce secteur de Tilouguit, la cathédrale. Donc en 1999, l'activité était quasiment nulle. Je suis venu en 2000, 2004, 2005, 2006 avec du matériel. J'ai commencé à initier quelques jeunes. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a 2 émissions télé qui ont été faites. À l'époque, ça s'appelait Nautica. Donc 2 émissions télé qui ont été faites en 2007 et 2008, qui expliquaient un peu cette expérience-là. Donc j'ai commencé à former quelques jeunes et j'amenais régulièrement
les enfants. D'année en année, ce site s'est fait connaître, hein, grâce à la route qui a permis l'accès plus facile, et surtout grâce à l'esprit, qui est l'esprit des gens qui commençaient à découvrir le plein air. Voilà. Donc voilà, j'ai découvert cet endroit un peu sauvage. À l'origine, je voulais faire en partenariat avec la fédération, monter un club, hein, tout simplement, comme je faisais en France, hein, où j'étais entraîneur dans un club. Et déçu de cette première expérience avec les institutions marocaines, très très déçu. J'ai renoncé à ce projet de me mettre en lien avec la fédération, avec l'institution qui est censée développer cette activité. Et j'ai pas renoncé par contre à poursuivre mes formations pour les jeunes. Et je venais donc faire cette pratique de manière, comme on dit, de manière sauvage, c'est-à-dire de moi-même, sans aucune étiquette derrière. C'était tout simplement Beyo, voilà, on m'appelle Beyo. C'est comme ça que les jeunes m'appellent là-bas. Donc j'ai fait cette pratique de manière sauvage, avec mon propre matériel. Donc comme je disais, c'était un vrai bonheur de faire découvrir cette activité à ces jeunes de la montagne, qui sont particulièrement doués d'ailleurs, et qui ont un site particulièrement intéressant. Donc j'ai fait ça de manière individuelle. Et après, j'ai essayé de monter des projets avec des structures en France pour venir faire des stages. Voilà. Donc, mon rêve était donc, étant passionné de kayak, et amoureux du Maroc d'ailleurs, d'avoir une petite maison au bord d'une rivière exceptionnelle d'ailleurs. Et il me semble avoir réalisé mon rêve. Voilà, donc petit à petit, j'ai trouvé un terrain très très bien placé au bord d'une rivière, à l'arrivée d'un petit parcours accessible à tout le monde, et au départ d'un parcours unique, et qui est d'ailleurs maintenant connu internationalement, on peut le nommer. Donc cette rivière exceptionnelle n'est autre que l'Oued Hansal, qui prend sa source à Zaouiet Hansal et qui se jette dans le lac Bin El Ouiden. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent le lac Bin El Ouiden maintenant. Donc je disais que j'ai réalisé ce rêve-là en trouvant un terrain très très bien placé, hein, où j'arrive en kayak, en raft à la maison. Je peux aller au lac Bin El Ouiden en une journée. Rivière très sportive, voilà, hein, réservée d'ailleurs en kayak à des spécialistes. Et accessible en raft avec un guide, professionnel, accessible en raft à un autre public, hein, plus amateur. Donc voilà, j'ai commencé assez marginalement, hein, de faire cette activité-là. Et d'année en année, il s'est trouvé que un public de plus en plus nombreux. Au départ, c'était surtout un public étranger, ou alors de résidents, des étrangers résidant en France, hein, les coopérants par exemple, hein, c'était surtout ça. Et d'année en année, il se trouve que les Marocains s'y sont mis. Donc je peux dater, je peux dater ça. Donc je crois que c'était en 2007, hein, référence à l'émission Nautica d'ailleurs, qui avait filmé d'ailleurs parmi les premiers Marocains, les premiers groupes marocains qui venaient. À partir de 2007, donc les Marocains ont commencé à s'y mettre. Et depuis 5 ans maintenant, donc on est en 2020, depuis 2015, 2016 on va dire, eh ben, les Marocains sont devenus majoritaires. Voilà. Ça a commencé marginalement et progressivement, les petits groupes sont devenus de plus en plus nombreux. Et il se trouve maintenant en 2020 que chaque saison, la saison donc c'est mars, avril, mai, chaque saison de raft, tous les week-ends, des groupes par vingtaine
souvent qui venaient de Casa, puis après maintenant un peu de partout, hein, Casa, Marrakech, des associations, des agences. Tous les week-ends sont complets, par des groupes nationaux. Il s'est même trouvé que d'autres compagnies sont arrivées, sont venues progressivement, hein. Des Français intéressés par ce site, qui sont venus. Et actuellement, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 5 compagnies. 5 compagnies, 4 ou 5 compagnies qui viennent chaque année et qui pratiquent. Donc on peut dire que le développement de cette activité est une réussite actuellement, sachant que les conséquences sont assez importantes, les conséquences de cette activité, hein, au niveau économique. Donc sachant que chaque compagnie travaille plutôt bien chaque saison, chaque week-end, il y a du monde autour, hein. Il y a les locaux qui sont investis maintenant, qui travaillent à la logistique. Ça fait fonctionner les 4x4, ne parlons pas des commerces, les gîtes sont même pas assez nombreux, les gîtes sont complets pendant la saison grâce à l'activité rafting. Donc voilà, je suis plutôt très content, satisfait et voire même fier de voir ce résultat-là. J'ai toujours rêvé à l'époque, vu que c'était un site exceptionnel, je me suis toujours dit mais il faut faire connaître ce site au niveau du rafting, et il est plus que connu maintenant. Donc voilà, jusque-là tout va bien. Personnellement, je suis passé de l'idée de monter un club de kayak à l'idée de former les gens. J'ai toujours cette idée qui est en moi là, parce que étant entraîneur, hein, j'ai toujours cette âme d'entraîneur, de former les gens. J'ai formé quelques locaux kayakistes, d'ailleurs notamment un qui a été proposé pour faire les championnats du monde en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'on ferait à l'émission 2008 de Nautica, qui explique bien cela. Un projet avorté par la Fédération marocaine de kayak. Voilà, ce n'est pas le sujet, ça peut être l'occasion d'une autre tribune éventuellement. Donc j'ai toujours gardé, je disais, cette envie d'entraîner. Je continue régulièrement à amener des jeunes, à essayer de repérer des jeunes qui accrochent et les amener à mes temps de loisirs. En saison, à mener les groupes de Marocains. Et je touche aussi à des groupes, des associations, des clubs de France et des spécialistes du kayak de France et d'ailleurs. Hein. Je peux citer certains pays qui sont venus, hein, hollandais, canadiens, belges, français, portugais et bien d'autres nationalités maintenant. Donc ça c'est au niveau du rafting commercial, n'en parlons pas. Voilà, il y a les Marocains, quelques étrangers. Et moi particulièrement étant bien impliqué dans ce milieu du kayak en France et au Maroc, j'amène des groupes, des associations qui viennent passer une semaine, toute une semaine, et à qui je fais découvrir les parcours, mais aussi le site au niveau des randonnées et au niveau culturel, faire des échanges avec les locaux. Voilà donc où on en est arrivé. Donc progressivement, les objectifs ont évolué aussi avec l'évolution du public qui arrive. Progressivement, vu que le nombre est devenu assez important et que je commençais à accueillir du monde dans ma propre maison, qui était alors ma propre maison, évidemment. Donc moi j'avais ma compagnie, hein, sous couvert d'une compagnie française, hein, donc j'étais légalement, je peux travailler à l'étranger avec ma compagnie française, mon assurance en France. Au niveau de l'accueil, voilà, hein, on accueille des amis, on accueille des associations. Alors on m'a fait comprendre au niveau des autorités qu'il fallait réglementer ma situation. Donc à partir du moment où c'est devenu important, j'ai fait le pas de demander une autorisation, à savoir est-ce qu'il existait une autorisation. Je suis allé faire une démarche auprès
auprès de la province, auprès du gouverneur, en expliquant ma situation, surtout une année, c'était en 2017 je crois, où il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient. J'étais un peu dépassé par les événements, il y avait beaucoup de monde. Les autorités tiquaient un petit peu. L'activité n'est pas réglementée, n'est pas réglementée, mais voilà, et progressivement, un jour, peut-être ce sera réglementé. Normalement, ça passe par le ministère des Sports, par la fédération marocaine, sachant que la fédération marocaine de kayak ne connaît rien à tout ça. Donc, c'est des indépendants qui développent cette activité. Donc, je disais, j'ai fait le pas auprès du gouverneur. J'ai demandé une audience et en expliquant ma situation, comme quoi j'étais là depuis des années et que il commençait à y avoir beaucoup de monde et c'était tant mieux, l'essor de cette activité, et ce développement touristique. Et demander donc une autorisation de pratiquer. Est-ce qu'il y avait une autorisation pour pratiquer? Est-ce que je pouvais accueillir du monde, sachant que les seuls gîtes qu'il y avait n'étaient pas suffisants pour accueillir tout ce monde? Donc les autorités se sont penchées, j'en suis très heureux, se sont penchées cette année-là sur cette situation-là, nouvelle. Et m'ont par contre demandé au plus vite régulariser ma situation. Donc comment régulariser ma situation? Au niveau de l'accueil et de l'activité. Au niveau de l'accueil, voilà, je me suis dit, tiens, en faisant un gîte, tout simplement. Voilà. Donc j'ai demandé une autorisation de gîte. J'ai demandé une autorisation de gîte à partir de... D'ailleurs, j'avais déjà déposé à partir de 2014. Ça a pris un peu de temps, au niveau des administrations. Voilà, je ne suis pas très au fait du fonctionnement. J'ai quand même une double culture, mais j'ai quand même un esprit du système européen. Et je n'étais pas là assez souvent, assez longtemps. Je venais pour la saison, je repartais, je ne restais pas assez pour m'occuper des démarches administratives. Donc j'ai fait une demande de gîte et au niveau de la société, j'étais toujours couvert par ma compagnie française, mais il était peut-être intéressant de créer une association. Voilà la demande des autorités. Ceci en 2017. On me demande donc de régulariser ma situation en faisant un gîte et éventuellement une association. Et on m'a laissé fonctionner, je leur en remercie d'ailleurs. On ne m'a pas interdit de poursuivre mon activité. Et donc ceci était en 2017 et on est actuellement en 2020. J'ai couru pour faire toutes ces démarches seul. J'ai beaucoup appris donc sur ce système. C'était une expérience très très intéressante de faire toutes les administrations, essayer de monter un gîte, donc mettre aux normes un gîte. Et au lieu de monter une association, j'ai décidé de faire une société, de créer une société. Voilà, ce serait donc la première société de raft purement locale, parce que je travaille avec des personnes locales, j'ai formé des personnes locales. Première société de raft marocaine. Et j'en suis très fier en vous parlant, c'est cette année que je viens de créer la société Maroc Rafting. Voilà, donc Maroc Rafting, la société pour couvrir l'activité, et le gîte Kayak Atlas. Kayak Atlas qui est quasiment déposé. Et vu qu'actuellement on est dans une période particulière due à la pandémie, tout a été un peu retardé. Mais sous peu, je devrais normalement avoir l'autorisation définitive du gîte. Donc me voilà régulier, pouvant pratiquer mon activité officiellement au Maroc de manière régulière. Voilà, jusque-là tout va bien. C'est donc une très belle histoire, j'en suis très fier. Mais voilà, si Atlascope m'offre cette tribune, ce n'est pas juste pour vous raconter une belle histoire et que tout va bien. Dans ce beau tableau, un petit point noir tout de même. Donc je me considère comme un Marocain résident à l'étranger qui revient un petit peu au pays pour développer une activité nouvelle qui est actuellement en développement exceptionnel, en plein essor. C'est l'activité principale. C'est assez extraordinaire, c'est l'activité principale au niveau économique.
dans la région de Tiluguit, qui est un parc naturel d'ailleurs, le géoparc d'Umgun, hein, dont on entendra parler encore, je pense. Et, euh, et donc cette activité qui a des conséquences très importantes hein, au niveau de l'emploi des personnes pendant toute une saison. Moi, je la pratique sur mon terrain qui est placé d'une manière stratégique dans un endroit très très joli que tous les gens apprécient, les gens qui passent apprécient. Un petit apprécie, un petit paradis au bord d'une rivière, dans un petit verger avec plein d'arbres, une très jolie petite maison et un joli petit canyon juste à côté. Sans aller plus loin, il y a de quoi passer un week-end très intéressant. Tout en ayant créé un réseau local donc de personnes qui connaissent bien le secteur. Hein. Les gens qui viennent dans ce gîte sont accueillis par les locaux et ils sont dans les meilleures conditions, je pense, qu'ils peuvent être. Dans ce joli tableau, le point noir, le voici donc. Le point noir, il se trouve que mon terrain, je l'ai acheté auprès d'une personne. Donc le sujet de cette tribune, c'est donc ce point noir dont je vous parlais. C'est pour rappel, donc j'ai acheté ce terrain il y a une dizaine d'années auprès d'une personne que je comptais impliquer, de toute façon comme beaucoup d'autres personnes, que je comptais impliquer dans ce projet-là, quoi. Hein, parce que moi j'ai besoin, je ne suis pas toujours là, je suis en France. Cette personne-là habite juste à côté, c'est très utile pour moi, on s'entendait bien, il a une petite famille. Jusque-là, il y a 10 ans, je ne demandais qu'à faire un bel échange, comme je fais avec bien d'autres personnes. Et donc lui laisser les clés, qui s'occupe du terrain. On ne travaillait pas encore beaucoup à l'époque, on ne travaillait pas vraiment. Il s'occupe de l'entretien, il a les clés, s'il y a quoi que ce soit, voilà. Et, voire même, il peut l'habiter. Comme font beaucoup de gens qui sont à l'étranger, qui ont une résidence ici et qui sont à l'étranger, et qui confient l'entretien de leur résidence, sachant que j'avais un projet aussi donc touristique, il y avait une manière qui s'implique bien, voilà. Donc on bricolait pendant des années, on a fait que bricoler jusqu'à il y a 3 ans, je le disais en 2017, c'est là où on a commencé vraiment à bien fonctionner quoi, et à se lancer. Et il se trouve qu'il y a 4 ans, avant 2017, donc je pense en 2015 ou 2016, jusqu'à 2015-2016, il s'est trouvé que cette personne n'a jamais vraiment, s'est jamais vraiment n'a jamais vraiment bien travaillé quoi. C'est jamais, voilà. Donc moi j'avais d'autres personnes qui venaient soutenir ce projet, voire travailler, faire du jardinage, et ci et ça. On a travaillé vraiment bien que en 2017. 2015-2016, donc mon voisin qui m'a vendu le terrain était uniquement mon voisin. Hein, il n'y a aucun accord d'association ou quoi que ce soit. Je suis une personne très très indépendante. Je ne me suis jamais associé à qui que ce soit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une société au lieu de faire une association. Il était hors de question que je réalise mon rêve au travers d'une association qui pourrait, voilà, au bout de quelques années, mal tourner. Donc, bien que j'ai un fonctionnement d'échange associatif et tout ça, ça reste une société. L'objectif n'est pas pécunier, hein, n'est pas purement pécunier. Je ne ramène pas un dirham en France, mais par contre, je dépose beaucoup d'euros depuis que je suis là au Maroc. Voilà, il n'y a aucun bénéfice. Inch'Allah, peut-être un jour il y en aura. Et donc cette personne ne s'est jamais vraiment bien intégrée, n'a jamais cherché à travailler. J'ai fait de la construction, j'ai embauché beaucoup de maçons pendant des années. Le jardinage, j'ai dû embaucher d'autres personnes parce qu'il ne s'est pas impliqué, il ne s'est pas intégré lui-même. C'était pas grave, c'était le voisin. On essayait voilà, de bien s'entendre. Il avait les clés de la maison, mais c'est ça.
Il se trouve qu'en 2015, cette personne m'a rendu les clés. Peut-être ne croyait-il pas en la réussite de mon projet. Il m'a rendu les clés en me disant que c'était une trop grande responsabilité, hein. Donc l'événement qui a fait ça, c'est qu'à un moment il a fallu brûler la cuisine, quoi. Bon, peu importe les détails. L'essentiel, c'est qu'en 2015 ou 2016, il m'a rendu les clés, me montrant donc qu'il ne voulait pas s'impliquer dans ce projet-là. Donc pour moi, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu déçu parce que, bon, déçu, mais à la fois, j'avais bien d'autres connaissances, hein, que je pouvais intégrer. Mais j'ai dû faire une équipe, quoi. Il était pratique pour moi. Donc moi, j'ai refait une équipe. J'ai refait une équipe. On a reformé une bonne équipe. Actuellement, une équipe très très solide, qui a été là du début jusqu'à maintenant. Même lorsqu'on ne travaillait pas, on avait de bons échanges. Et voilà. Donc j'ai dû reformer une équipe à partir du moment où il m'a rendu les clés, les clés de ma maison qui devenait un gîte. Et, et il se trouve qu'en l'année suivante, j'ai très très bien travaillé. C'est l'année en 2017, c'est là où j'ai demandé l'autorisation au gouverneur. On était complet pendant 2 mois. 2 mois. On a fait des super échanges. Il y avait tout le temps du monde, et des associations, et des enfants, et des personnes âgées, et des Marocains, et des groupes à la semaine, et des guides qui venaient. Une formidable, formidable saison. Formidable saison. Donc une saison comme ça, à partir de là, ça a fait travailler 7 personnes pendant 3 mois. Il y a 7 personnes pendant 3 mois qui se sont investies à travailler à fond. Et lui, bien qu'il m'ait rendu les clés, peu importe, hein, il aurait pu s'intégrer, il ne s'est pas intégré, il nous a juste regardé. Et je n'ai pas compris, en fin de saison, il m'a fait des menaces, hein. Il m'a fait des menaces en me disant qu'il allait me faire payer le chemin qui passe à la rivière, de chez moi, devant chez lui, jusqu'à la rivière. Je tiens à signaler que ce chemin est public, hein. Voilà. Et donc il m'a menacé même de me faire payer. Alors il cherchait une manière de s'impliquer dans mon projet, et les seules manières qu'il a trouvées, au lieu du travail, c'était un chantage. J'ai été surpris. C'était tellement ridicule que voilà. Alors je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il me ferait payer le passage public. C'était tellement ridicule que voilà. Alors je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il me ferait payer le passage public qui passe à la rivière. Il est interdit de le bloquer à qui que ce soit. Et il m'a tout simplement répondu parce que je n'avais pas le choix. Peu importe, je ne réagis pas, je ne cherche pas à tomber dans le conflit. Je le laisse bloquer le passage. Alors il cherchait une provocation, on nous provoquait, hein, à partir de ce moment-là. Je pense que c'était tout simplement de la jalousie, hein. C'est tellement absurde et ridicule que je me suis dit ça peut pas aboutir. Et je me suis dit même, voyons voir jusqu'où il peut aller, c'est pas grave, on va utiliser un autre chemin, on le laisse. Donc il nous a bloqué le passage le plus facile, le chemin public pour aller à la... Donc je disais... ce voisin a il a donc mis sa menace à exécution. Il nous a fermé le passage le plus évident, hein, pour aller à la rivière. Ne cherchant pas le conflit, on a pris un autre passage. Un petit détour, mais c'était pas grave, on l'évitait. Même avec les clients, on faisait un détour. On n'expliquait pas pourquoi, hein. Voilà, on faisait un petit détour. Voyant qu'on faisait le petit détour, en passant par 2 autres voisins, hein, avec qui on s'entend plutôt bien, et bien il nous a bloqué ce passage-là aussi. Voilà, tout simplement. Donc moi, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis là que 2 mois en saison. On a fait en sorte que la saison se passe bien. Après, on s'en va. Je me suis toujours dit que cette histoire, ça ne pouvait pas aboutir à quelque chose, et qu'à un moment, il se retrouverait piégé dans ce comportement ridicule. On le laisse bloquer. Il se trouve qu'il y a un très joli canyon juste à côté. Donc il nous a bloqué un passage, un deuxième passage, sous prétexte que le propriétaire lui avait donné
une procuration, une wakala pour faire un chemin, mais il lui a pas donné une wakala pour fermer la route. Peu importe. Peu importe, mais quand même, c'était un gros problème parce qu'à partir de là, on ne pouvait plus descendre en voiture jusqu'au gîte. Donc depuis 3 ans, je ne pouvais plus descendre ma voiture jusqu'à mon gîte. On reste un peu plus haut, on laisse la voiture un peu plus haut et on marche pendant 10-15 minutes pour venir à mon gîte. Mais on continue à fonctionner, c'est pas grave, hein. On est très patient. Et en plus, il avait même fermé le passage juste devant chez moi, mais il a fermé pendant 3 ans, il a mis une chaîne sur la piste qui mène jusqu'à chez moi, sur la partie qui appartient aux eaux et forêts, dont j'ai financé une partie. Donc voilà, ça de commencer à devenir un petit peu bien ridicule et presque inquiétant. Mais pour moi, ça ne pouvait pas aboutir, ça ne pouvait pas durer. À un moment, les autorités mettraient leur nez dedans, quoi. Donc je rappelle, il a bloqué un passage public qui mène à la rivière qui passe devant chez moi. Il a bloqué le passage, des eaux et forêts en mettant une chaîne. La chaîne est restée pendant 3 ans. Jusqu'à cette année-là, jusqu'à il y a un mois là maintenant, hein, que je vous parle, on est en juillet 2020. La chaîne a été enlevée, je suis venu en février, a été enlevée en février 2020, après être resté 3 ans. Hein. Donc le passage public à la rivière, la chaîne aux eaux et forêts. Une fois la chaîne ouverte, eh ben, moi j'aurais pu passer, mais non, pour que je ne passe pas, il a fermé juste le terrain entre moi et mon voisin, là où passe la piste, sous prétexte qu'il avait la procuration parce qu'il avait fait le chemin. Peu importe, ça commence à devenir gros l'histoire, hein. 3 chemins bloqués, il nous reste un chemin pour monter au village, et un autre pour aller au canyon en passant devant le terrain de sa famille, de son frère. Et un chemin qui est là depuis, comme ils disent là-bas, depuis l'Estiamar. Depuis l'Estiamar, qui a toujours été là, toujours connu depuis tout le temps. Et voyant qu'on pouvait encore aller à la rivière, et ben cette année, 2019, en décembre 2019, alors qu'ils labouraient le terrain, ils ont labouré aussi le chemin. Ils ont effacé le chemin qui menait au canyon. Comme ça, nous n'avions plus d'accès. À partir de maintenant, à l'heure où je vous parle, mon gîte n'a plus aucun accès à la rivière. N'a plus aucun accès à la rivière. Donc, alors que c'était l'intérêt de faire un gîte à cet endroit, ni à la rivière, ni au canyon. Je n'ai plus que accès au village en montant la montagne. Et pour descendre chez moi, descendre du matériel, finir les travaux pour mon gîte, je ne peux plus, à moins d'utiliser un âne. Mais peu importe, nous sommes très patients. La situation était tellement ridicule, donc il est allé très très loin, hein, très très loin. Au niveau des menaces, donc des chantages, il m'a proposé de me faire payer le chemin. Donc évidemment, moi par principe, il était hors de question, hein, je l'ai laissé bloquer. Ensuite, il m'a menacé de couper l'eau, que je le payais pour faire venir l'eau. Et c'est une année où il était payé, hein, cette année-là où il était payé, en 2019, eh ben, il m'a quand même coupé l'eau, alors qu'il était payé, il avait été payé pour ça. Donc voilà, pour moi, pour moi, c'était pas possible que ça puisse aller loin cette histoire. Un jour ou l'autre, les autorités locales, il faudrait que je leur en parle et il ferait quelque chose. Donc voilà, après nous étions pris pas mal par la saison, il y a ces problèmes-là à gérer, et après, dès que la saison est finie, eh ben, il faut rentrer, et on verra l'année prochaine, hein, pour régler les histoires. Donc chaque année où je venais, il y avait d'autres demandes de la part de cette personne-là. Hein. Ce n'étaient pas des demandes de travailler, c'était des demandes de gagner d'une manière ou d'une autre. Voilà, mais sans travailler. Donc je récapitule, hein, si c'est clair. Le premier chantage, c'est de me faire payer un passage. Il me bloque tous les passages à l'eau. Il me demande un autre chantage, une autre demande, c'est de lui confier une partie de la clientèle. Alors quand il y a beaucoup de monde, il faut que je lui laisse une partie de la clientèle. Alors là, je ne comprends pas, et on se dit, bon, ben, le pauvre, il faut qu'il travaille un peu.
quand il y a beaucoup de monde, c'est vrai qu'on n'aime pas avoir trop de monde. On lui dit, bon, ben voilà, même si c'est pas une manière de l'imposer, on lui a quand même confié, malgré tout ce qu'il avait fait, on lui avait confié, quand il y a trop de monde, il avait quelques chambres, on envoyait quelques chambres chez lui. C'est vrai qu'on n'aime pas avoir trop de monde. On lui dit, bon, ben voilà, même si c'est pas une manière de l'imposer, on lui a quand même confié, malgré tout ce qu'il avait fait, on lui avait confié, quand il y a trop de monde, il avait quelques chambres, on envoyait quelques chambres chez lui. Et après, autre demande, autre demande qu'il nous a fait, c'est je veux faire les repas, je veux m'occuper des repas. À l'époque, tu m'avais dit qu'on travaillerait ensemble, alors il me dit je veux m'occuper des repas. Avant qu'il ait fermé tous les accès, on lui a quand même accepté. On a quand même accepté. À un moment, on s'est dit tiens, bon, les repas, nous, c'est juste pour l'accueil. On ne cherche pas à gagner de l'argent en faisant des tagines et vendant des chambres. Ça, c'est juste un moyen d'accueillir les gens. Ça paye à peine la nourriture des 10 personnes qui sont là à la semaine. L'accueil du gîte. Ce n'est pas bénéficiaire. Donc, on a accepté. J'ai accepté quand même. Et à un moment, je suis allé plus loin, là. Donc, en 2019, on lui a laissé faire les repas des groupes. Les groupes étaient à la maison. Et comme ça, on s'était dit, peut-être on peut s'occuper d'autre chose. À chaque fois qu'on vient, on n'a pas le temps de faire les travaux du gîte et tout ça. Donc, on a accepté qu'il fasse les repas. Et même, à un moment, il y avait un groupe... il y avait un groupe entier là qu'on lui a confié. Il a géré le groupe. Lui, il habitait juste à côté de chez moi. Il avait quelques chambres. Il a accueilli le groupe entier et il leur a fait les repas. Donc en début avril 2019, mon voisin avait gagné plus que moi-même, que nous. Voilà. Et suite à ça, le lendemain, je me suis dit, bon, bah, il va être content et tout. Eh ben non, suite à ça, il a refermé. Et je vous passe les détails de quelques nuits où il était sous et venu insulter, alors qu'il y avait ma famille, des clients, des amis. Voilà, à 2 h du matin, des insultes dont je ne pourrais pas vous dire tellement c'est vulgaire. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était faire des enregistrements de ce comportement. Et à un moment, voyant qu'il allait trop loin, j'ai fait appel aux autorités. J'ai fait appel aux autorités, la gendarmerie. La gendarmerie est descendue une fois je les ai appelés à 2 h du matin et ils sont descendus à 3 h, 3 h 30, 4 h. Et le temps de venir, c'est pas, je leur reproche pas ça du tout. Et une fois descendu, évidemment, l'alcoolique, là, il était rentré chez lui, pensant qu'ils allaient quand même aller voir, lui demander quelque chose. Ben non, ils m'ont tout simplement dit que tant qu'ils n'avaient pas constaté qu'il était sur mon terrain, ils ne pouvaient rien faire. Donc voilà, c'est passé. Je ne cherchais pas à porter plainte. Je ne voulais surtout pas porter plainte parce que, pour diverses raisons, je ne voulais pas d'histoire. Et surtout aussi parce que j'étais en train d'attendre une demande. J'avais fait ma demande de gîte. Et j'avais peur qu'un conflit de voisinage, on me refuse cette demande de gîte. Donc voilà, c'est allé très très loin. Donc voilà, il y a 2 plaintes, dont une que je trouve assez grave, mais maintenant, ne connaissant pas le système, ici, je ne sais pas où ça va aboutir. Il y a ces 2 plaintes, il y a la plainte du caïd, et moi j'ai insisté auprès des autorités pour qu'elles réagissent, qu'il se passe quelque chose. Ne voyant pas de réaction, j'ai décidé donc d'aller voir plus loin. J'ai cherché à avoir une audience auprès du gouverneur, qui connaît mon histoire depuis 2007, et j'aurais été ravi de le rencontrer pour lui expliquer que les demandes que m'a fait le gouverneur, je les ai acquittées. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, de régulariser ma situation. Malheureusement, voilà, cet autre problème ridicule, j'ai un peu honte de le raconter, mais voilà, j'étais au point de vouloir, ne voyant pas la réaction des autorités sur une situation aussi grave, car à un moment, j'estime que nous avons été en danger.
Voilà. Donc voilà, on en est à un point où, comme je vous disais, c'est allé très loin, hein. Évidemment, tous les dires, tout ce que je dis ici, il y a toujours eu des témoins, hein. Il y a des témoins, voire même officiels, hein. Donc il y avait des médiateurs qui essayaient d'arranger l'histoire, hein, qui nous disaient allez, va, laisse-lui, laisse-le faire à manger, ceci, cela. Ok, ok. Et un soir, bon, je vois qu'il y a des gens qui essayent d'arranger les choses, des gens du village, devant le Maqdem, devant le cheikh, devant un voisin qui travaillait à la commune, devant d'autres personnes, donc des témoins officiels. Autre demande. Alors il leur raconte qu'il y a quelques années quand j'avais acheté, je lui avais dit qu'il travaillerait avec moi, voilà, mais moi je n'ai pas de contrat, bien évidemment, je l'ai dit à plein de gens, notamment l'équipe avec qui je travaille. Je leur ai dit, ouais, on va travailler ensemble, voilà, mais il faut que tout le monde travaille. Donc devant ce public-là, il me fait, j'entends une autre proposition, mais je suis assez effaré de cette proposition devant les gens. Et il me demande tout simplement, il me dit tout simplement devant témoin, le cheikh, le maqaddam, les voisins, il me dit Bret Toulout. Voilà, moi j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, Toulout. Après j'ai compris que ça voulait dire je veux un tiers, hein, je crois. Bret Toulout. Alors j'ai pas très bien compris parce que il me semble qu'il n'a pas compris du tout l'histoire que je vivais. Toulout, Toulout. Sachant que moi, chaque année, quand je viens, jusqu'à maintenant, je suis déficitaire, hein. Moi, mon intérêt, c'est de faire vivre, ça fait vivre une équipe. J'ai un autre travail. Il n'a pas compris que ce que je vivais ici, c'était une passion. Je faisais ça pour le fun, pour le plaisir. Et que, heureusement, j'ai un autre travail, hein. Si je comptais sur ce travail, il aurait réussi à me mettre en échec. Mais heureusement, j'ai un autre travail. Je suis éducateur spécialisé à côté de ça. C'est peut-être pour cette raison aussi que je suis très très patient, très très patient. Et il me dit devant témoin qu'il voulait Toulout. Alors moi j'essaie de lui faire comprendre que par exemple cette année où tu veux Toulout, eh ben, j'ai perdu 2000 euros. Voilà, ça m'a coûté 2000 euros de passer 2 mois, à fonctionner, à faire travailler 7 personnes. Et Toulout, s'il voulait Toulout, eh ben, il fallait qu'il paye un tiers des 2000 euros. Voilà, donc ce personnage n'a rien compris de l'esprit dans lequel je suis, de la manière dont nous fonctionnons. Il ne s'est pas intégré, il n'a pas voulu travailler. Voilà. Donc à un moment, on fait appel à... On fait part au... On fait appel au caïd, hein, forcément. Hein. Je vais voir le caïd en lui expliquant ça. Hein. Le caïd se penche un peu sur la question et il nous convoque. Il nous convoque à Al-Qiyada pour discuter de ça. Donc on se retrouve à Al-Qiyada, mon voisin, le caïd, moi et des gens autour, hein, des officiels de Al-Qiyada. Je n'ai pas dit un mot. La discussion commence entre le caïd et mon voisin. Et au bout de 5 minutes, le voisin s'emballe alors que le caïd lui dit simplement pourquoi tu fermes la route qui n'a pas le droit. Et il commence à y avoir un conflit entre le caïd et ce personnage. À l'heure actuelle, le caïd a porté plainte contre ce personnage. Il y a une procédure judiciaire entre le caïd et ce personnage. Voilà, donc voilà, moi je n'ai jamais voulu réagir tellement c'était ridicule, mais c'est devenu tellement grand que maintenant plus personne ne comprend rien. Comment ça en est arrivé là? Et voilà, donc il y a une procédure comme ça. Et cette année, donc, je pense qu'il y a eu d'autres événements, mais il y en a eu tellement que je dois en oublier certains. Autre événement important, donc c'est cette année-ci 2020. Nous arrivons en mars, j'arrive en mars. Évidemment, confinement oblige, on a pu faire une descente. On a eu des clients, mais que je n'ai pas accueillis chez moi. Hein. Il est hors de question que j'accueille ces clients chez moi avec ces problèmes-là.
Et je les ai envoyés dans un autre gîte et je les ai descendus en raft, mais pas jusqu'à chez moi, hein, jusqu'au pont de Tilouguit, pour qu'ils ne voient pas tout ça. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, il y a deux plaintes, dont une que je trouve assez grave, mais maintenant ne connaissant pas le système, ici je ne sais pas où ça va aboutir. Il y a ces deux plaintes, il y a la plainte du caïd, et moi j'ai insisté auprès des autorités pour qu'elles réagissent, qu'il se passe quelque chose. Ne voyant pas de réaction, j'ai décidé donc d'aller voir plus loin, hein. J'ai cherché à avoir une audience auprès du gouverneur, qui connaît mon histoire depuis 2007, et j'aurais été ravi de le rencontrer pour lui expliquer que les demandes que m'a fait le gouverneur, je les ai acquittées. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, de régulariser ma situation. Malheureusement, voilà, cet autre problème ridicule, j'ai un peu honte de le raconter, mais voilà, j'étais au point de vouloir, ne voyant pas la réaction des autorités sur une situation aussi grave, car à un moment nous avons été, j'estime que nous avons été en danger. Voilà, j'estime que nous avons été en danger. À un moment, c'est allé très loin, hein, il a voulu nous agresser. J'ai été à la gendarmerie et j'ai dit simplement aux gendarmes que je ne supportais plus cette situation, qui ne se réglait pas, qui était très facile à régler, qui ne se réglait pas, et que j'allais abandonner tout et quitter la région. Et après réflexion, eh bien, il se trouve que je ne le ferai pas. Après réflexion, je décide de ne pas le faire. Il n'y a pas de raison qu'une si belle histoire, avec des conséquences très importantes, qui fait vivre cette personne qui a des familles, qui ont des familles chacune. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'une personne aussi insensée puisse mettre à mal ce projet-là. Donc je me battrai jusqu'au bout. Et je demande aux autorités de faire simplement leur travail. J'ai actuellement fait appel à un avocat. Je n'ai pas pu faire de travaux sur mon gîte pour le finaliser. J'ai fait appel à un avocat pour suivre, voilà, pour arriver à faire le travail de la loi. Voilà. J'ai fait appel à un avocat. J'ai porté plainte. Je fais appel à des tribunes comme ça. Merci de me donner la parole, car ça fait du bien de pouvoir déballer tout ça, car ponctuellement je n'ai jamais pu raconter tout ça entièrement à quelqu'un, ni aux autorités, qui ont pris juste des bribes de l'histoire et qui ont surtout écouté ce personnage qui parle plus fort que nous. Et j'irai jusqu'au bout. J'attends des autorités qu'elles fassent leur travail et qu'ils me laissent poursuivre mon activité, qui est arrivée à un stade de la réussite et qui est très prometteur, très prometteur, hein, très prometteur pour la suite. C'est très prometteur. Il y a des bonnes choses qui peuvent se faire. Et il est hors de question que cette personne mette en échec cette histoire. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Je vous remercie de m'écouter, de m'avoir écouté. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais plus se pencher sur cette question-là.